président turc Recep Tayyip Erdogan rend visite à son homologue gambien Adama Barrow. C'est dans le cadre d'une tournée africaine qui se terminera au Sénégal ce 28 janvier. 6 soldats tchadiens ont été tués lundi dans une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram autour de l'île de Tetewa, située sur le lac Tchad, une région où les violences se sont intensifiées ces derniers mois. Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, visite Barsalogho, petite ville du nord du Burkina Faso qui accueille 10 000 déplacés et réfugiés fuyant les violences djihadistes. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le président turc Recep Tayyip Erdogan rend visite à son homologue gambien Adama Barrow dans le cadre d'une tournée africaine qui se termine ce jour au Sénégal. Il est allé dans un pays en pleine crise. 3 personnes seraient tuées lors d'une manifestation pour réclamer le départ du président Adama Barrow. Le gouvernement gambien a démenti cette information et a annoncé l'interdiction du collectif à l'origine de la protestation, l'accusant de vouloir renverser le pouvoir en place. C'est une information sur laquelle nous reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, visite Barsalogho, petite ville du nord du Burkina Faso, elle qui accueille 10 000 déplacés et réfugiés fuyant les violences djihadistes et intercommunautaires. Reportage. C'est la crise humanitaire qui grossit le plus au monde. S'alarme le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés en visitant Barsalogho, petite ville du nord du Burkina Faso, qui accueille 10 000 déplacés et réfugiés fuyant les violences djihadistes et intercommunautaires. En février 2019, il y avait 60 000 déplacés au Burkina. Il doit y en avoir plus de 600 000 aujourd'hui. Les gens ont peur, souligne l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des affaires humanitaires. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait plus de 700 morts depuis 2015. Sous-équipées et mal entraînées, les forces de l'ordre burkinabé n'arrivent pas à enrayer la spirale de violence. Il faut protéger la population civile et je ne parle pas seulement de la logique militaire. Il semble que la seule chose dont les dirigeants du monde semblent discuter maintenant est de savoir comment nous pouvons avoir plus de personnes pourchassant les terroristes. C'est beaucoup plus profond que cela. Ici, il y a des jeunes sans espoir, sans emploi, sans avenir. Il y a des tensions entre les communautés. Il y a des tensions entre les agriculteurs et les éleveurs. Il y a beaucoup de tensions qui doivent faire l'objet d'une méditation. Il doit y avoir une réconciliation et il doit y avoir des moyens de subsistance. Selon l'ONU, les attaques djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina ont fait 4 000 morts en 2019. Barsalogho abrite près de 10 000 personnes réparties sur 5 sites. Dans le camp du secteur 2, des enfants piaillent sur une petite aire de jeu, tandis que des femmes préparent le repas. Un océan de tentes blanches carrées entoure des hangars. Les conflits intercommunautaires entre populations Mossi et Peul sont désormais fréquents dans le pays. Des non-Peuls font souvent l'amalgame entre Peul et djihadistes, générant parfois des actions punitives qui appellent ensuite des vengeances dans un cercle vicieux sans fin. On reste au Burkina Faso où une nouvelle attaque a eu lieu contre des civils dans le village de Silgadi, dans la province du Soum. Le bilan diverge selon les sources. Entre 10 et 50 personnes seraient tuées. Le marché du village a été attaqué samedi dernier dans l'après-midi par des hommes armés, mais ce n'est que ce lundi que l'information a été donnée selon un témoin cité par une autorité locale. Les assaillants ont vérifié les identités des hommes
avant de les abattre. On reste avec les djihadistes, mais cette fois sur le Tchad. 6 soldats tchadiens ont été tués lundi dans une attaque attribuée au groupe islamiste Boko Haram autour de l'île de Tetewa située sur le lac Tchad. Depuis plusieurs mois déjà, les attaques djihadistes se sont intensifiées autour du lac Tchad, une vaste étendue d'eau truffée d'îlots et de marécages partagés entre le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Nos hommes étaient en patrouille quand ils ont été attaqués par les éléments de Boko Haram. Nous déplorons 6 morts et 10 blessés, a indiqué à l'agence France-Presse le général Taher Erda, chef d'état-major des armées. Nos forces étaient à la recherche d'éléments de Boko Haram quand ils sont tombés dans une embuscade aux alentours de Mondrari, un endroit truffé de hautes herbes, a précisé une autorité locale qui a souhaité garder l'anonymat. Depuis le début de l'année, le bilan est particulièrement lourd côté tchadien. Lundi dernier, une kamikaze a fait exploser sa ceinture dans le village de Kindiria et a provoqué la mort de 9 civils, dont 2 femmes et 7 hommes. 9 jours plus tôt, 4 villageois tchadiens avaient été tués et 4 femmes enlevées par les djihadistes dans une autre localité tchadienne située sur les pourtours du lac. Depuis 2015, les pays de la région luttent contre Boko Haram et ISWAP au sein de la force multinationale mixte, une coalition régionale engagée autour du lac Tchad avec l'aide de comités de vigilance composés d'habitants. Début janvier, l'ensemble des 1200 Tchadiens de la FMM déployés depuis des mois au Nigeria sont rentrés au Tchad pour être redéployés sur les pourtours du lac côté Tchad où les attaques s'étaient multipliées. Les attaques du groupe djihadiste ont provoqué une dégradation de la situation humanitaire autour du lac, augmentant considérablement le nombre de déplacés dans cette région déjà considérée comme l'une des plus pauvres du monde. L'ancien président centrafricain François Bozizé a déclaré que rien ne l'empêche d'être candidat à la présidentielle de 2020. C'était lors de sa première rencontre avec la presse depuis son retour en catimini à Bangui à la mi-décembre. L'ancien chef de l'État est toujours sanctionné par les Nations Unies pour son rôle dans la crise centrafricaine de 2013, marquée par de violents affrontements communautaires. Il est accusé d'avoir soutenu les milices anti-Balaka. Il a tenu dans cette première sortie face à la presse à se défendre sur nombre de sujets. Je demande solennellement pardon en ce jour. Je prie le peuple centrafricain de croire que je n'ai jamais fait du mal intentionnellement à aucun de mes compatriotes. Je vais m'adresser par écrit dans les tout prochains jours au point focal de délisting du comité des sanctions des Nations Unies afin que mon cas soit étudié et que ce soit mis fin aux sanctions prises injustement à mon endroit, car bien qu'elle n'ait, à mes yeux, jamais été justifiée. Jusqu'à preuve de contraire, rien ne m'empêche d'être candidat. Le moment n'est pas venu de pouvoir se prononcer là-dessus, dans la mesure où c'est mon parti qui pourra se prononcer sur les candidatures possibles. L'ancien président n'a néanmoins pas donné plus de détails sur ses intentions politiques à moins d'1 an de la présidentielle prévue en décembre. Le 14 janvier dernier, l'ancien chef de l'État avait été reçu par le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, probable candidat à sa réélection. Un tête-à-tête qui n'a pas complètement dissipé les tensions entre le KNK, le parti de François Bozizé et la majorité présidentielle. Michel Djotodia, le chef de file de la Séléka, la coalition qui avait renversé François Bozizé en 2013 est lui aussi rentré d'exil le 10 janvier. Il avait été reçu dès sa descente de l'avion par le président. Le président libérien George Weah a annoncé ce lundi que son pays allait lancer en avril un appel d'offres, et ceci pour la reprise de l'exploration pétrolière et gazière au large de ses côtes après une longue période d'inertie. Images son.
À travers cette décision, le chef de l'État libérien espère une relance des programmes d'exploration après des années d'inaction. Il s'est prononcé lors de son traditionnel discours annuel devant le Parlement sur l'état de la nation. Mes chers concitoyens libériens, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que le gouvernement du Libéria, par l'intermédiaire de l'autorité de régulation du pétrole du Libéria, ouvrira en avril l'ensemble du bassin de Harper lors du prochain cycle d'obtention des licences. 9 blocs offshore seront mis en place permettant à des compagnies pétrolières et gazières internationales à la compétence reconnue de faire acte de candidature en espérant une relance des programmes d'exploration. Le bassin dans lequel se trouvent les 9 blocs fait partie des dernières régions au large de l'Afrique de l'Ouest, inexplorées pour leurs réserves potentielles, indiquent des experts. Weah, confronté à la déception d'une partie de ceux qui ont porté à la présidentielle, l'ancienne star du football s'est aussi livrée à une défense de son action, plaidant à la fois pour la patience et la confiance des Libériens. Je veux que vous sachiez que je me réveille chaque matin avec l'envie de travailler dur pour le Libéria afin de pouvoir m'endormir chaque nuit avec la satisfaction et la confiance que le Libéria est allé un peu plus haut et un peu plus loin. Beaucoup des problèmes dont mon gouvernement a hérité viennent de l'extérieur et certains existent depuis des décennies, a-t-il ajouté. Le changement que j'ai promis se fait sentir, a-t-il assuré, sans nier l'ampleur des difficultés. Il a aussi dit ressentir et comprendre l'impatience de ses compatriotes. Une équipe d'experts internationaux est arrivée dans la capitale soudanaise Khartoum. Elle a pour objectif d'examiner 4 lions affamés malades dans un zoo de la ville après la mort d'une lionne ce lundi. Des vétérinaires soudanais ont prodigué des soins jeudi à 4 lions mal nourris d'un parc zoologique à Khartoum pour tenter de les sauver après la mort d'un autre fauve des suites de déshydratation et malnutrition. Ces lions vivant en captivité dans le parc d'Al-Krechi souffrent depuis des semaines de manque de nourriture et de médicaments, ce qui a entraîné une campagne en ligne pour les sauver. Jeudi, avec d'autres vétérinaires, il a donné des médicaments aux 4 autres lions et effectué des tests sur ces animaux alors que des volontaires nettoyaient leur cage. Selon des responsables du parc, l'état de santé des lions s'est détérioré ces dernières semaines et certains ont perdu près de 2/3 de leur poids. Le nombre de lions vivant au Soudan n'est pas connu, mais plusieurs sont présents dans le parc national d'Inder, près de la frontière avec l'Éthiopie. Les lions sont une espèce vulnérable, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Leur population en Afrique a baissé de 43% entre 1993 et 2014 et seulement 20 000 survivent aujourd'hui. 1 an et 1 mois après le début d'un soulèvement contre le président Omar el-Béchir, destitué en avril 2019, le Soudan affronte une grave crise économique, en partie alimentée par 20 ans d'embargo américain en raison de son soutien présumé à des groupes islamistes. Voilà, c'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.